Du monde désagréable, des menaces pour la circulation, plein de belles galeries souterraines avec des eaux. Puis même des eaux qui traînent, plus aussi les filles qui rendent dures. Ça ne fait aucun doute, je suis en France et plus précisément à Paris. Bon, ok, je tiens à m'excuser envers les troglodytes. Vous n'êtes pas aussi pire que les motards parisiens, désolé. Mais bref, sur ce, je vous souhaite le bonjour à ce nouvel épisode de Le Compte. Et tant qu'à continuer mon périple, eh bien, tant qu'à être un endroit qui est souvent associé au droit, vu que le droit français est la source de bonnes affaires, eh bien, on va parler justement de droit, et plus précisément, le droit concernant la guerre à l'époque médiévale. Sur ce, après le générique. Donc, je parlais de droit de guerre, alors voyez-vous, il y a beaucoup de monde qui s'imagine qu'à l'époque médiévale, la notion de crime de guerre n'existait pas parce que c'est super récent, puis que les seigneurs se faisaient juste s'amuser à courir partout en détruisant, pillant, et ainsi de suite. Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Plus précisément, il existait un certain nombre de codes, un peu de lois de coutumes et autres, et ne pas les respecter pouvait avoir des répercussions. Évidemment, pour tout cela, on va commencer avec, évidemment, la source de toute raison, l'Église. Donc, qu'est-ce que l'Église vient faire là-dedans? Eh bien, l'Église a tenté d'impartir énormément de codes. Tout le monde a entendu parler de l'illégalisation des arbalètes. En fait, l'Église tentait à réduire autant que possible toute forme de violence entre les différents chrétiens, ce qui a mené à une certaine influence sur les codes de chevalerie, plus aussi à la création de certains standards et certains cas d'excommunion, d'interdits et autres. Grosso modo, l'Église essayait surtout d'empêcher... Bon, idéalement, c'était que les seigneurs se tapent pas les uns les autres, mais... en fait, ça, c'était la base, mais idéalement, au mieux du mieux, ils s'attaquaient pas aux populations civiles, ils s'attaquaient pas à l'Église, donc que ce soit les prêtres ou les moines dans leurs habits en train de faire leurs affaires. Tu sais, ça, c'est bon juste pour les Vikings, bon, vu comme de vulgaires barbares. Mais bref, ça, il y avait cette notion-là de... Il y a des cibles qu'il ne faut pas attaquer. Évidemment, il y avait aussi des notions il y a des moments qu'il ne faut pas attaquer que l'Église avait amené. Il y avait un certain nombre de jours saints, notamment comme Pâques, qui était très important à l'époque, mais éventuellement Noël puis d'autres. Que ces jours-là, c'était des jours de trêve. Tu fais pas la guerre pendant ces jours-là. Et avec le pas faire la guerre, évidemment, il y avait des notions de trêve et d'autres affaires. Et briser ça, c'était grave. D'ailleurs, briser la grève de Pâques pouvait mener justement à des punitions religieuses, tout comme à s'attaquer à un certain nombre de cibles. Et si tu te mettais à faire de la marde dans la campagne, encore ça se pouvait que tu te fasses excommunier, voire plus tard traiter d'hérétique, et c'était pas très jojo. Parlant du piège de campagne, justement, bien que le monde s'imagine les seigneurs et les chevaliers en train de raider les possessions des gens passent par là, ça c'était surtout le fait des bandits et des groupes non associés. En fait, tout ce qui n'est pas du monde chrétien, mais dans le monde chrétien, il y avait les mercenaires. Au début de l'époque médiévale, c'était pas trop un problème, mais éventuellement, surtout à partir d'Henri II, en Angleterre, les mercenaires, c'est commencé à devenir un problème, et les mercenaires, eux, avaient beaucoup moins de morale que le reste des gens. T'sais, un homme, il doit reporter justement... Il reporte directement au roi et à plein d'autres affaires. Il peut perdre ses terres, avoir des problèmes avec ses terres, une révolte s'il y a un interdit et autres. Et ces affaires, les gens sur le travail sont censés se soucier d'un certain nombre de trucs. Et aussi, si tu veux avoir le territoire de ton voisin, t'es mieux de juste te débarrasser de ton voisin, faire un siège à son château. D'ailleurs, les guerres entre seigneurs médiévaux, c'était surtout des guerres de siège. Puis la population, veut pas, c'est cave de la massacrer parce que si tu prends le contrôle de la place, la population, s'ils sont toutes mortes, tu peux pas en profiter. Donc,
Et d'ailleurs, les codes de chevalerie, très influencés par l'Église, ont amené un certain nombre justement de codes de guerre, d'étiquettes de guerre. Et là, évidemment, ça rentre un peu dans la notion de coutume, parce que beaucoup de lois médiévales, c'était des lois basées sur la coutume, qui avaient leur propre punition appropriée selon le cas. Et la chevalerie et les trucs d'honneur sont rentrés dans ce genre de logique-là, logique de coutume, logique d'honneur. Et avec ça, on avait notamment le cas des prisonniers. Tu prenais un prisonnier, tu pouvais pas le buter, tu pouvais pas le maltraiter. D'ailleurs, si tu te rendais, t'impliquais la promesse de ne pas t'enfuir. Donc, tu faisais « Ok, je m'en remets à toi. » Donc, la personne ne te maltraitait pas. La personne ne tuait pas, rien. Mais pour ce qui est de l'équipement, c'était plus du truc à rançonner. Toi, tu donnais à être donné en rançon. Donc, la personne pouvait te rançonner ensuite. Ça donnait une certaine culture de « Bon, on est dans la merde, on va se rendre. » En se rendant, on se promet de pas, justement, essayer de se sauver, puis l'autre, ben, il y a ses rançons faciles. Et vu que les gens payaient les rançons, en fait, ça pouvait aller jusqu'à des rançons d'armées entières. Et souvent, dans les échanges entre différentes nations, dans une nation non chrétienne avec les nations chrétiennes, ça finissait par embarquer on a un tas de prisonniers, on sait qu'eux autres vont payer, donc on est plus tenté de prendre des prisonniers, puis vu qu'eux autres ont cette coutume-là, on peut se rendre parce qu'on sait qu'ils vont pas nous maltraiter, puis on sera vendu en rançon. Bref, ça faisait un cercle virtueux. Bon, aussi, il y avait tous des petits trucs d'étiquette par-ci par-là, mais le gros, c'était vraiment avec les prisonniers. D'ailleurs, aussi, un autre détail qui va toujours là-dedans, que j'aurais dû mentionner en même temps que le reste des trucs de l'Église, quand les gens allaient en croisade, en fait, à partir du moment qu'ils se défendaient dans des missions nommées par l'Église ou d'autres missions aux Juifs, l'Église donnait un certain nombre de garanties, notamment le fait que les biens de quelqu'un qui est parti en croisade, c'était interdit d'y toucher. Donc, supposons, je suis un gars par rapport, j'ai mon moulin, j'ai mis à moitié, j'ai vendu ou prêté ou peu importe la moitié de de ce que je possède, mis mon moulin en garantie auprès des Templiers pour aller en croisade, afin de faire mon petit bout, parce que oui, j'ai été conscrit ou mon père. Peu importe, je vais en croisade, même si je suis un seigneur, mon château, ben, personne n'a le droit d'y toucher. Je suis en croisade, il y a la protection, le moulin, le château, peu importe, on peut pas y toucher. Un autre seigneur se pointe, fait j'en profite qu'il est pas là pour le prendre. Excommunion, potentiellement interdit que ce soit cette seigneurie, si t'es un duc sur ton duché, si t'es roi sur ton royaume. D'ailleurs, durant la troisième croisade, ça a foutu de la merde à cause d'un char légal où ce que le douaire de la sœur de Philippe II était en possession justement, non pas le douaire, la dot, était justement en possession de Richard avant la guerre, mais le mariage a été annulé alors qu'il était sur le chemin pour se rendre, par revenant, il a fait, le mariage était annulé, donc la dot était annulée, puis ça m'en revient. Légalement, ça aurait été vrai, mais vu que c'était pendant la croisade, ça marchait pas, il aurait fallu attendre que Richard soit de retour pour faire valoir ce droit-là. Ce qui fait qu'il y a eu deux concepts qui ont été en pleine contradiction. Alors, au final, ce que ça a donné, c'est que le roi s'est ramassé un interdit sur le royaume de France, puis les seigneurs supportaient soit Richard ou Philippe selon qu'est-ce qu'ils jugeaient comme viable, comme quel principe prenait le dessus. Et sur ça, anecdote de plus pour bien identifier en quoi ça pouvait être vu comme des crimes, Jeanne d'Arc. Voilà, j'ai ce petit livre qui compte un peu le procès de Jeanne d'Arc, qui est basé sur une lettre qu'il y avait à l'époque. Donc ça s'appelle Jeanne d'Arc, le procès de Rouen. Ça vient de Jacques Trémollet de Villiers. Pour vous donner une idée, puis d'ailleurs, ça c'est des choses qui sont aussi depuis longtemps. Régine Perneau en parlait beaucoup aussi. Jeanne d'Arc est un très bon cas type d'exemple de procès pour crime de guerre, parce que les Anglais ont essayé de tout lui reprocher.
Oh, mais dans ta ville, quand tu criais Noël en prenant la ville, finalement tu massacrais les gens. Alors que crier Noël en rentrant, ça disait l'armistice, ça disait que tout le monde était épargné. Finalement, briser les trêves de telle ou telle fête. D'ailleurs, briser la trêve de Pâques, ça a causé du trouble à Championville, j'avais oublié de le dire tantôt. Massacre de prisonniers, alors que spécifiquement s'assurait que personne dans son armée ne commette le moindre truc, que ce soit un meurtre de prisonniers, massacre de population, pillage, peu importe. Tout ce qui aurait pu être vu comme un crime de guerre, un crime contre la chrétienté, tout. Ils ont essayé d'y mettre. Ça n'a pas marché. Tout le monde a fait « Ouais, ben c'est quand ça c'est pas arrivé. » Genre, il y a beaucoup trop de témoignages et ainsi de suite. Et c'est une fois qu'ils n'ont pas réussi à faire ça que les Anglais, notamment via l'infâme collabo Peter Pig, faux évêque hérétique qui a même pas eu le droit à une tombe à son nom d'ailleurs. Ce gars-là est largement méprisé. C'est un peu le Trudeau de la France. Un peu comme... Aliénor ou Pétain, mais bref, faut que j'arrête mes tangentes. Des tentatives ont été faites, ça n'a pas marché, puis c'est suite à ça qu'ils sont arrivés avec le truc d'hérésie et autres. Qu'au final, vu que les théologiens que le temps pouvait se permettre, notamment de l'Université Collabo de Paris, eh bien, ils n'ont pas été capables de l'avoir, donc ils ont fait « Ah, elle s'habille en gars, puis on va faire nos choses de même. » Évidemment, c'était bidon et ça a été annulé par la suite, mais l'important étant que Jeanne a bien et bien eu un procès pour crime de guerre pour lequel elle était innocente. Et je sais que c'est plus vers la fin de l'époque médiévale, mais ce genre de choses-là en tant que tel, qu'il y ait eu un procès pour ça, oui, c'était un cas spécial pour des politiques avec une prisonnière importante, mais c'était le résultat d'une mentalité comme quoi l'étiquette, les codes et ainsi de suite autour de la guerre avaient une importance et ne pas les respecter méritait punition. Évidemment, il y a le fait que quand il faut savoir si quelqu'un est vraiment coupable ou non de quelque chose. Évidemment, ça c'est juste la suite d'une longue évolution tout au long de la période. Comme je disais, époque des croisades, ça c'est plus vers le milieu. Demain, il y avait des propres codes et autres qui étaient dès le début, mais tout a eu une évolution. Pour conclure, les crimes de guerre existaient-ils à l'époque médiévale? Oui. Pas exactement de la façon pour laquelle on y pense, mais oui, ils existaient. Et justement, ça fait partie d'un plus grand truc de droit où justement, il existait une forme de droit au Moyen-Âge et la justice a vu une évolution importante. N'oublions pas, comme quand je parlais d'obscurantisme et d'hérétique, que l'Inquisition a sensiblement inventé la notion moderne de tribunal, de procès et autres. Donc, sur ce, j'ai un petit creux. Tant qu'à être en France, je vais en profiter pour aller à la taverne et me faire un petit resto. Peut-être que je vais vous parler de bouffe. Sur ce, au revoir et à la prochaine.